Bonjour et bienvenue dans Transition Story, le podcast qui vous raconte comment vos territoires opèrent leur transition écologique, économique et sociale. Je suis Patrick Longchamp, journaliste à l'écodessolutions.info et au fil de ces épisodes, je vais vous raconter l'histoire de ces territoires où des hommes et des femmes travaillent au quotidien à faire émerger une dynamique qui, grâce à tous, peut à long terme changer la donne. Je les questionne sur le pourquoi cela fonctionne ou pourquoi cela ne fonctionne pas, comment faire émerger une dynamique collective afin que 1 plus 1 égale 3, avec pour objectif de vous inspirer et d'inspirer d'autres territoires. Passer de l'entre-soi à l'entre-tous, permettre une bonne articulation du genou, voilà mon objectif. Bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans Transition Story. Voilà, et on ouvre le volet de la fonction vitale à Angers dans Transition Story, Angers-Loire Métropole qui fait depuis 5 ans sa transition écologique. On a commencé à observer et à naviguer au travers de ces 7 fonctions vitales. Aujourd'hui, on va parler de l'épanouissement. S'épanouir, c'est une de ces 7 fonctions vitales. Elle s'incarne aussi bien dans l'éducation, que dans la culture, que dans le tourisme, que dans la participation citoyenne, jardin partagé, fête zéro déchet, événementiel, autant d'initiatives qui visent donc à créer une écologie joyeuse, populaire et inclusive, on pourrait dire, pour dresser le bilan de ces actions dans le cadre des assises 2025, en tout cas du bilan des assises 2025 de la transition écologique d'Angers-Loire Métropole. Nous accueillons aujourd'hui Isabelle Rotondaro, qui est la responsable du service transition environnementale à la direction de la transition écologique d'Angers-Loire Métropole. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va donc évoquer la question de cette fonction vitale, s'épanouir. Comment vous définiriez-vous cette fonction vitale, s'épanouir, dans le cadre de la transition écologique sur la métropole ? Je dirais que c'est vraiment la fonction vitale de l'humain, du vivre ensemble, des habitants, des associations, de tous les acteurs du territoire qui œuvrent pour faire de cette transition écologique quelque chose de concret dans le quotidien des habitants. Mmh. Alors, en quoi finalement cet axe, le fait de s'épanouir, en quoi cette dimension est-elle complémentaire ? Elle semble finalement être assez transversale avec l'ensemble des autres fonctions vitales. Oui, elle est complètement transversale. Là, on est vraiment dans le sujet de l'accompagnement des habitants au passage à l'action, à mieux comprendre les enjeux, à pouvoir découvrir, faire des expériences de la transition écologique à l'occasion de manifestations culturelles, sportives, touristiques, ou tout simplement dans la vie de tous les jours, en intervenant dans des jardins partagés, Ouais. etc. Alors ça, c'est plein de choses. Alors racontez-nous un petit peu comment on arrive à mettre en place cette feuille de route, parce que, comme vous le dites, et quand on est particulièrement dans un service comme la transition environnementale, on parle d'une feuille de route très, je vais pas la dire dogmatique, mais enfin très, qui peut être très abstraite. Comment est-ce qu'on arrive justement et comment concrètement, avec votre responsabilité, avec vos équipes, avec la direction de la transition écologique, vous la mettez en œuvre, Isabelle ? Alors, on a plusieurs feuilles de route puisqu'en fait, il y a beaucoup de sujets parce qu'on peut à la fois parler biodiversité, gestion des déchets, événementiel éco-responsable, tourisme durable. Donc, on a beaucoup de feuilles de route qui se déclinent en actions très concrètes en s'appuyant sur tout le réseau d'acteurs parce qu'il y a la collectivité qui fait, mais il y a aussi les acteurs associatifs, les institutions et l'ensemble des partenaires qui sont nombreux puisque on a environ 150 acteurs et partenaires qui ont participé à une grande réflexion justement sur comment mobiliser et impliquer les habitants dans des changements de comportement C'est quoi en lien avec la transition écologique. Alors c'est quoi pour vous peut-être le projet le plus emblématique qui illustre cette volonté de rendre l'écologie joyeuse et inclusive, comme je le disais en introduction ? Par exemple, on a créé cette année les trophées des événements éco-responsables sur le territoire d'Angers-Loire Métropole. Donc, ce sont environ 35 organisateurs d'événements culturels, sportifs, touristiques, etc., qui ont déposé un dossier en valorisant toutes leurs pratiques durables pendant leur événement
Et sur ces 34, eh ben, il y en a 19 qui ont été récompensés et lauréats sur divers sorts. Ça pouvait être des fêtes d'école, ça pouvait être un festival culturel, ça pouvait être un événement sportif. Il y en a un qui vous a marqué plus que d'autres parce que 19 lauréats, de temps en temps, on a nos petits coups de cœur. Est-ce qu'il y en a un qui, pour vous, vous a touché davantage et qu'est-ce qu'ils ont fait qui vous a particulièrement touché, Isabelle? Alors, le festival Les Accroche-Cœurs de la ville d'Angers, qui a vraiment mené une action très importante en termes de mobilité douce pour inciter les festivaliers à venir en vélo, etc. Quand vous parlez d'éducation, c'est de l'éducation à la transition écologique ou c'est rentré dans les écoles, dans les différents secteurs éducatifs? Ben là, par exemple, j'ai un exemple à vous donner très concret. Nous travaillons avec 22 communes du territoire sur un atlas de la biodiversité intercommunale qui comprend des actions d'inventaire pour mieux savoir la richesse, mieux connaître la richesse de notre biodiversité, mais aussi des actions de sensibilisation en direction du public. Et là, nous avons organisé une action avec 16 classes de différentes écoles du territoire qui ont fait un travail en amont sur la biodiversité, qui ont fait des recherches d'espèces dans leur cours d'école, par exemple, ou un travail sur le crapaud ou sur la chauve-souris, et qui sont ensuite venus participer à une journée de rencontre qui a réuni 375 enfants pour présenter leurs travaux et aussi pour participer à des ateliers, des rallyes, des animations sur la biodiversité. Et on a vraiment senti à quel point ça leur tenait à cœur et que ça permettait vraiment pour eux de comprendre, voilà, quand on parle biodiversité, de quoi on parle, c'est des petites bêtes, des grosses bêtes. Angers est une ville touristique, un château, une cathédrale, des musées. Comment est-ce qu'on aborde aussi dans cette dynamique la dimension éco-responsable du tourisme, un tourisme responsable et durable? Comment vous l'avez abordé? Alors, au niveau des musées, par exemple, alors dans les musées, il y a le Muséum d'histoire naturelle qui est notre partenaire sur l'Atlas de la biodiversité et qui anime des sessions de sciences participatives en extérieur avec des groupes d'habitants. Mais aussi, également, les musées travaillent sur l'éco-responsabilité de leurs expositions en réutilisant des matériaux pour les scénographies, etc. Et au niveau touristique, la destination Angers a mené un gros travail sur le tourisme durable et responsable. Ils ont obtenu la certification ISO 20021, qui est une certification assez conséquente sur notamment la gestion d'équipements, comme le Palais des Congrès, par exemple, ou le Parc Expo. Donc, avec des réductions de consommation d'énergie, des réductions de déchets, des prestataires éco-responsables, etc. Et puis, ils ont également travaillé sur la mobilisation des acteurs touristiques comme les hôteliers ou les restaurateurs. Et ils accompagnent les hôteliers et restaurateurs dans des labellisations. Par exemple, le label Écotable pour les restaurateurs. Il y a une quinzaine de restaurateurs du territoire d'ALM qui sont engagés aujourd'hui. Alors, dans ALM, cette c'est procédure de labellisation. Angers-Loire Métropole pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'acronyme. Et puis on voit sur d'autres territoires, je ne sais pas si c'est le cas à Angers, mais aussi par exemple la sensibilisation des taxis à faire du multitransport quand on part par exemple du parc des Expos à l'issue d'un concert pour ramener plusieurs personnes plutôt que d'avoir 3 voitures qui circulent. C'est aussi des dynamiques dans lesquelles vous êtes? Voilà, alors là, c'est vrai que ça s'organise. Nous, ce qu'on fait beaucoup sur les événementiels, c'est que sur la communication, on explique tous les moyens de se rendre sur le lieu de l'événement en mobilité douce sans utiliser sa voiture personnelle. Alors, ce qui veut dire aussi, si Destination Angers est aujourd'hui certifiée, s'il y a tous ces axes qui sont mis en place pour la dimension événementielle, ça veut dire aussi qu'il faut travailler avec les acteurs externes qui viennent créer des événementiels, qui viennent à la Cité des Congrès, et il faut aussi les faire rentrer dans cette dynamique. Selon vous, c'est plutôt complexe à faire comprendre ou c'est plutôt aujourd'hui un levier d'attractivité sur le territoire? Je pense que c'est plutôt un levier d'attractivité, même si ça demande un peu d'explication et de pédagogie. Destination Angers a obtenu le label aussi Destination innovante et durable. Et dans ce cadre-là, ils ont des clauses pour l'accueil dans les contrats
de mise à disposition des lieux. Ils ont des clauses vraiment liées à l'événementiel durable. Et d'une façon générale, c'est plutôt bien pris et bien appliqué par les événements accueillis. Et c'est aussi un signe voilà, de qualité, de qualitatif. Et ça répond aussi à des attentes des personnes qui fréquentent les événements. Comment aujourd'hui, dès 2022, était évoquée la maison de la transition écologique? On en est où aujourd'hui? Elle est sortie de terre, cette maison évoquée en 2022, ou il y a encore un peu de travail? Il y a encore du travail. Néanmoins, on ne part pas de rien puisqu'on a déjà la maison de l'environnement qui est située sur le lac de Maine et qui est vraiment un lieu sur lequel il y a un programme de 300 animations par an sur toutes les thématiques de la transition écologique. Et donc, il y a à peu près 20 000 personnes qui sont accueillies chaque année et environ 2500 élèves qui viennent tous les ans participer à des animations, des journées pédagogiques, etc. Donc, on ne part pas de rien. Et je vous disais tout à l'heure qu'on avait lancé un gros travail sur la mobilisation des habitants. Comment mieux les mobiliser? Comment réussir à ne pas les faire fuir quand on parle de transition écologique et au contraire rendre tout ça enviable et désirable. Et donc, on a travaillé avec une centaine d'acteurs et on a abouti finalement à se dire que cette maison de la transition écologique, elle pourrait s'appuyer sur un réseau de sites qui existe déjà, qui est déployé sur l'ensemble du territoire à travers voilà des lieux, des écolieux qui accueillent déjà du public. Et nous avons plutôt travaillé sur une mise en réseau de l'ensemble de ces sites dans un premier temps et sur le déploiement d'outils à la fois matériels comme des corners d'infos de la transition écologique dans tous ces lieux. Et le même, c'est-à-dire que chaque habitant pourrait trouver la même chose selon qu'il aille dans la mairie de sa commune ou dans un site d'accueil d'une association. Et puis on travaille également sur une plateforme numérique sur laquelle on réunira l'ensemble des acteurs qui pourront dialoguer entre eux, échanger, partager des expériences et des ressources et trouver un ensemble d'informations sur la transition écologique et comment les communiquer le mieux possible en direction des publics. Oui, parce que c'est une chose que met en avant le rapport d'évaluation citoyenne, c'est parfois le besoin de mieux centraliser, communiquer les actions engagées. Souvent, quand on est citoyen d'une ville, soit on est convaincu par la transition écologique, soit on l'est moins ou on ne l'est pas du tout. Et on peut voir tout cela plutôt comme une contrainte, plutôt que comme un atout à la fois d'attractivité, mais aussi, et on le verra dans notre podcast sur la santé, de vivre mieux, de vivre en bonne santé. C'est les pistes envisagées, c'est celles que vous venez de nous exposer, ou il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux, comme on dit? En fait, on se rend compte que à travers les événementiels, par exemple, un événementiel culturel, en travaillant sur la dimension éco-événement, on arrive finalement par une voie très ludique et par du plaisir à démontrer aux habitants que on peut faire changer ses pratiques, faire de la transition écologique et que ça reste complètement ludique et agréable et que ce n'est pas forcément une contrainte. Donc on est vraiment sur cette approche-là de pouvoir convaincre, mais en positivant les choses et en montrant plutôt que en montrer la contrainte, montrer plutôt ce que ça peut apporter de positif. Alors, on arrive à 5 ans depuis cette convention citoyenne. Le mandat se termine, le bilan a été dressé de ces 5 années. Selon vous, quels sont les quelques leviers qu'il faudrait encore actionner, ou quelles sont encore les choses qui ne sont pas encore arrivées à terme et qui sont encore en maturité et en maturation? Alors là, vraiment, ce dont on s'est rendu compte, c'est la question de l'accompagnement personnalisé. On se rend compte que finalement, il n'y a pas un seul habitant, il y a une diversité d'habitants et que tous ont des situations différentes. Ils vivent parfois en ville, parfois à la campagne, ils ont des enfants, ils n'ont plus d'enfants, etc. Et qu'ils habitent près de transports en commun ou au contraire, ils n'ont pas de transport en commun à disposition. Et on se rend compte que finalement, si on veut les accompagner dans des changements de pratiques, il faut tenir compte de cette diversité et pouvoir adapter des parcours
vraiment ce qu'on peut appeler des parcours de transition qui soient adaptés à leur situation. Parce que si la contrainte est trop forte et si le changement d'habitude est trop lourd, on sait que ce sera difficile d'avancer dans ce sens-là. Allez, dernière phrase on va retrouver Cécile Davoust pour évoquer justement en contrepoint un acteur du territoire. On va parler de patrimoine et de culture, justement, on l'a évoqué. Si vous deviez résumer en une phrase la philosophie de s'épanouir à Angers, Loire Métropole, ce serait quoi? Développer le lien humain, développer les coopérations, les solidarités et l'envie de faire ensemble. Et le collectif. L'envie de faire ensemble. Et comme je le dis en intro de ce podcast, il faut retravailler absolument l'articulation du genou, du je et du nous. C'est ce qui permet de bien avancer sans boiter. L'articulation du genou, c'est toute la philosophie. Merci beaucoup à Isabelle Rotandaro d'avoir été notre invitée de cette première partie. On retrouve tout de suite Cécile Davoust tout de suite après cette petite virgule. Transition Story, Patrick Longchamp. Voilà, deuxième partie de ce podcast, s'épanouir, fonction vitale de la transition écologique sur le territoire d'Angers-Loire Métropole. Depuis plusieurs années, la ville d'Angers s'est engagée dans une démarche de transition écologique, traduite notamment dans les assises de la transition écologique que nous explorons depuis quelques épisodes déjà. Et si, comme on vient de l'entendre, la direction de la transition environnementale pilote les grandes orientations en matière d'adaptation, de sobriété, d'action climat, la transition se joue aussi dans d'autres services et particulièrement dans le service d'action culturelle de la ville d'Angers avec ses événements, ses partenariats artistiques, sa proximité avec les habitants. Tout ça joue un rôle déterminant dans la sensibilisation et la mobilisation, voire même l'expérimentation de nouvelles pratiques culturelles et durables. Et pour nous accompagner, j'ai la joie d'être avec Cécile Davoust, chargée de mission au service de l'action culturelle de la ville d'Angers. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez entendu cette introduction. La ville d'Angers, elle est au cœur. On parlait d'expérimentation avant de rentrer un peu dans les détails. Vous travaillez cette question de l'expérimentation. On dit que la réussite d'une mission, elle passe aussi par la capacité à expérimenter et donc à se planter aussi. Ouais. Donc nous, on a cette chance-là en organisant des événements de pouvoir justement expérimenter chaque année. Et chaque année, on se met des nouveaux challenges et on essaye d'aller un tout petit peu plus loin dans la transition éco. Et donc, ça passe en effet par des essais, des échecs, mais aussi des ratés. Alors, quel est le rôle du service de l'action culturelle dans cette dynamique de la transition écologique qui est portée par la ville d'Angers? Avec Isabelle, on a vraiment touché un petit peu à tous les grands points qui permettent d'émailler cette question de l'épanouissement de la culture sur le territoire. Comment vous, à l'action culturelle, vous prenez de manière concrète cette feuille de route des assises de la transition écologique? Donc, on a deux manières d'intervenir auprès des différents acteurs. La première, c'est par l'événementiel. On a la chance d'organiser en régie, c'est-à-dire la ville d'Angers est organisatrice de 3 gros événements culturels sur le territoire. Il s'agit de Angers Pianopolis, un festival de piano, qui est suivi par Temporive, un festival de musique actuelle. Et à la rentrée de septembre, on organise les Accroche-Cœurs, qui est un festival d'art de la rue. Et donc, ces 3 événements nous permettent d'expérimenter et de proposer, d'être prescripteurs, j'ai envie de dire, auprès d'un public nombreux. Donc ça, c'est la première partie qu'on travaille. Et la deuxième, qui découle d'ailleurs de cette première partie, parce qu'on prend vraiment de la graine, j'ai envie de dire, sur les événements. Et ensuite, notre deuxième enjeu, qui sera peut-être à plus moyen terme, ce sera d'accompagner les associations qui sont sur le territoire, que nous, on accompagne de différentes formes, soit aussi dans leur propre événementiel à eux, ou dans leurs activités plus globales. Et à ce moment-là, comment nous aussi, on les accompagne sur la transition éco. Ça voudrait dire presque avoir un service dédié qui permettrait aux associations de s'approprier la question de la transition écologique à partir du moment où elles auraient un événement à construire sur le territoire? Plus qu'un service dédié, j'ai envie de dire que ça fait partie de notre mission. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des engagements
de part et d'autre, qu'on se doit de mener ensemble. Alors justement, vous parliez des accroche-cœurs. Les accroche-cœurs ont été, je crois, un moment d'expérimentation. Vous avez expérimenté le pique-nique zéro déchet. Racontez-nous un peu cette histoire de ce pique-nique zéro déchet. Est-ce que vous avez pu remplir le contrat et d'où est venue l'idée? Comment vous vous êtes dit, tiens, il faudrait faire un pique-nique zéro déchet? C'est vrai que sur les accroche-cœurs, on avait envie de se lancer ce challenge-là, qui est, j'ai envie de dire, un pique-nique zéro déchet, c'est un peu le summum de la gestion des déchets. Comme on a l'opportunité de toucher un public nombreux sur les accroche-cœurs, on s'était dit que c'était voilà le bon moment pour le faire. Et donc le pique-nique zéro déchet, ça consiste vraiment à inviter les habitants à ne générer aucun déchet dans la réalisation de leur repas et dans le pique-nique qu'on partage ensemble le dimanche sous les arbres, place de la Rochefoucauld. Et c'est vrai que le collectif permet aussi d'emmener tout le monde. C'est-à-dire qu'on tout seul, c'est pas forcément la même chose de se faire un pique-nique zéro déchet. Ouais. Et quand on est 250 ou 300, ça prend plus de sens et ça incite aussi à aller chercher les bonnes pratiques justement chez nos voisins et nos amis. Alors, comment aujourd'hui on travaille au service d'action culturelle de la ville d'Angers? On l'a vu, il y a un joueur à la métropole. Vous avez aussi l'office de tourisme, le développement du territoire, Destination Angers, qui propose aussi du développement durable dans sa manière d'actionner les leviers du tourisme. Comment on travaille en transversalité, en coopération, en alliance avec les uns avec les autres, justement? Et quels sont les leviers qui sont positifs dans cette démarche? Ce qui est important, vous l'avez dit, c'est d'être à plusieurs. Et donc, on fait partie d'un groupe de travail sur les éco-événements. Au départ qui était sous le label Rêve et puis qui désormais est Alors, sous... on le dit pour nos auditeurs, un rêve, c'était un label d'éco-responsabilité événementielle qui permet aux événements justement de pouvoir être tamponnés d'une action, un label, une certification avec 3 niveaux, je crois, de label, et qui permettait aux organisateurs d'événements de s'orienter vers 1, 2 ou 3 niveaux en fonction de leur capacité, mais d'être certifiés événements éco-responsables. Donc ça, c'était le statut rêve. Et aujourd'hui, vous passez à autre chose? Voilà, depuis 2 ans, le champ des possibles est élargi, c'est-à-dire qu'on n'est pas adossé à un seul label, mais à plusieurs labels. Et ce qui va être valorisé, c'est plutôt justement nos actions et nos compétences. Et on se regroupe régulièrement dans l'année, soit pour des temps de travail technique, soit pour des partages justement d'expériences. On partage beaucoup nos expériences. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce groupe, vous allez avoir des acteurs à la fois des collectivités, mais aussi des entreprises, des associations et des citoyens. Et donc, comme ça, on a chacun notre casquette et c'est intéressant aussi. Et puis, différents secteurs aussi. Ça peut être le sport, la culture, la citoyenneté. Et justement, quels sont les freins aujourd'hui qui existent encore, les petites... je vais me dire les petits éléments dans le rouage qui font que, allez, il y a encore encore un peu de réglage à faire. Là, c'est que on travaille à plusieurs. Ouais. Par exemple, très concrètement, quand on veut mettre à disposition des gobelets pour ne pas avoir de gobelets jetables, la personne qui va servir les boissons, c'est peut-être une asso du bar ou ça peut être un prestataire food truck privé. Si c'est la collectivité qui met à disposition, à un moment donné, il faut qu'on récupère les gobelets. Il y a l'histoire de la caution, qui encaisse la caution, qui la récupère, qui lave le gobelet derrière. C'est très logistique. C'est très concret. Ouais. Et où chacun doit aussi s'y retrouver. Ouais. Et donc, voilà, c'est des petits points comme ça où il faut arriver à tout articuler il faudrait créer la régie municipale des gobelets plastiques. Je pense, on va lancer l'idée à Monsieur le maire, la régie création des gobelets, récupération de la consigne avec des petites machines où on met 1 euro pour récupérer son gobelet sur tous les événements. Après, c'est pas mal. L'objectif ultime, ce serait que tout le monde soit responsabilisé et
et qu'on puisse prêter sans mettre de consigne et que ça nous revienne. Ouais, mais vous voyez, moi, par exemple, sur un événement, j'ai un joli gobelet. J'ai pas envie de le rendre, j'ai envie de le garder en souvenir. Je le garde chez moi. Pas joli. Hein. On a déjà fait cette étape. Ne vous inquiétez pas. Vous avez opté pour le pas joli pour que les gens le rendent, c'est ça? Exactement. Quelles sont pour vous les prochaines étapes, Cécile Davoust, les prochains enjeux, comme on dit en anglais? Je pense que certains auditeurs vont m'en vouloir. La next step pour aller encore un petit peu plus loin. C'est vrai que quand on est en train d'expérimenter, l'idée après, c'est de confirmer. Donc là, ça fait quelques années qu'on met en place des choses avec chaque année, comme on l'a dit, des choses qui bougent encore et à améliorer. Et donc, ça prend du temps quand même. Vous avez pu mesurer un peu l'impact de ces nombreuses années-là de travail? Donc, par exemple, par rapport aux déchets sur le Festival Temporite de musique actuelle, aujourd'hui, on a environ 13 000 festivaliers sur l'été. Et chacun génère l'équivalent d'une feuille de papier A4 en termes de déchets, ce qui est très très peu. Oui, voilà, pour au festival, on est bien loin de cette feuille A4. Et donc voilà, ça nous donne un objectif tangible. Cécile Davoust, ce qui est intéressant, c'est que là, on a évoqué le zéro déchet, mais je suppose que votre travail ne se limite pas au zéro déchet sur les événementiels. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres éléments, d'autres leviers que vous actionnez en parallèle de tout ce dont on vient de parler, justement? Oui, en effet, on a une feuille de route qui nous permet de balayer 8 enjeux. Ah oui, quand même. Quand on organise un événement. Et donc, ça commence par la compréhension du site d'accueil. Donc, où est-ce qu'on fait notre événement et pourquoi? Et quels impacts ça va avoir sur la biodiversité et les riverains en particulier. Le deuxième enjeu, c'est les ressources et essayer d'être sobre dans l'utilisation de nos ressources, qu'elles soient de l'eau, du papier, des énergies. Mieux vaut prendre une botte de paille mieux vaut prendre une botte de paille pour la scène que de prendre du matériel qui sera pas forcément réutilisable ou qui va nécessiter du transport et donc du carbone. Alors la paille pour la scène, je sais pas, mais en tout cas pour s'asseoir, oui. Voilà, et on fait aussi attention au déplacement du public et des artistes. C'est un enjeu pour la culture, le déplacement des artistes et du public. C'est ce qui génère le plus de CO2 sur nos événements. Ce qu'on donne à manger aussi bien aux artistes qu'au public. On pense à chaque fois, en effet, sur les deux pans, internes et externes. Ça veut dire quoi? À la fois du circuit court, à la fois une réponse bien-être santé aussi? Ou du local, du bio, des quantités adéquates, limiter la perte d'alimentation. Voilà, ça passe en effet par tout ça. Les contenants, à nouveau, essayer de limiter les emballages, la vaisselle, enfin voilà, ça emploie tout ça. Et puis nos 3 autres enjeux, c'est aussi d'intégrer l'ensemble des publics, que notre événement il rayonne pour tous et il soit accessible à tous. Ouais. Donc, on travaille ça. Et enfin, c'est aussi en interne, comment on construit notre événement et par rapport au bien-être des équipes, à l'équité, à l'égalité, tout ça au niveau de l'interne et de la progression dans la manière de faire les choses. Et enfin, dans la transition écologique, comment on invite aussi nos publics et ceux qu'on touche à prendre des bonnes idées. Pour les ramener chez eux? Pour le refaire chez eux. Ouais. Merci beaucoup Cécile Davoust. Nous on se retrouve dans un prochain épisode de Transition Story. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. À très bientôt, au revoir. C'était Transition Story en partenariat avec Angéloire Métropole. Si vous souhaitez suivre l'information des acteurs et des actrices du changement, n'hésitez pas à rejoindre notre site internet ecodesolutionstoutattaché.info. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un très prochain podcast et surtout pour ne pas louper nos Transition Story, abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées et partagez-les autour de vous. Merci à vous tous de votre écoute. À très bientôt. Au revoir. Transition Story, un podcast original de Mediadvise Podcast Studio.